Donc je vais essayer de vous parler de indicateurs agroclimatiques, c'était intitulé comme ça, j'en parlerai assez peu, mais surtout du travail qu'on fait sur essayer de définir l'isosensibilité des parcelles, dans l'objectif à terme de développer un plan de traitement optimisé dont les premières applications vous seront présentées tout à l'heure par les collègues dans la déclinaison qui en est faite à Buzet. Quelques éléments de contexte très rapides. On est dans un contexte de très forte variation des attaques intermillésimes. Vous avez ici les profils d'attaque de mildiou sur le réseau de témoins non traités sur la Gironde, avec ici les fréquences d'attaque. Et vous voyez qu'on a de très fortes variabilités. Ici, c'est l'année 1995, dont mon collègue Marc Vergne a parlé ce matin, qui a été à l'origine du développement du réseau, suite à des attaques quasiment faibles, enfin quasiment nulles. Et à l'opposé, vous avez des fréquences d'attaque dans les années 90 ou les millésimes 2007-2008 qui atteignent les 80 à 100% d'organes attaqués sur le vignoble si on ne traite pas. Donc très forte variation. Une deuxième déclinaison, donc c'est un des indicateurs agroclimatiques qu'on est en train de développer, c'est la fréquence de sites atteints sur le réseau. Donc vous avez ici un décalage de l'axe des abscisses, le mois d'août se situe à peu près ici. Donc vous avez ici le mois de mai, et vous voyez que sur un millésime comme 2007, on arrive à peu près au mois de mai, on n'a quasiment plus un seul témoin qui ne présente pas des symptômes de mildiou. À l'opposé, à cette même époque, sur 2011, vous avez 90% des témoins qui n'ont pas le moindre symptôme de mildiou. Et puis vous avez ici des millésimes intermédiaires, 2012, 2013, 2014. Mais ça veut donc dire que sur un millésime comme 2011, vous voyez, on arrive fin juillet, il y a quasiment la moitié des témoins qui n'ont pas de symptômes de mildiou. Donc très forte variation intermillésime. Et ces variations sont à l'origine du programme Optidose que l'on a commencé à développer dans les années 90, deuxième moitié des années 90. Deuxième élément de contexte, c'est la très forte variation intraparcellaire. Vous avez ici une vue aérienne du domaine de Salbeuf, parcelle sur laquelle est né le programme Optidose dans les années 90. Et on voit très nettement à l'œil nu des zones de végétation différentes. Et d'ailleurs, on a fait des mesures un petit peu de sensibilité. Donc on a de fortes variations de sensibilité à l'intérieur de ces parcelles. Et ça nous conduit donc à travailler sur des programmes de pulvérisateurs intelligents dont les prototypes sont en cours d'étude et qui vont bientôt arriver sur le marché et qui seront donc capables d'adapter la dose en fonction de ces différentes zones. Et on peut rêver, on peut imaginer que ces appareils seront capables dans le futur d'apporter la dose au CEP près. Même si c'est un objectif un peu utopique pour l'instant, en tout cas il y a des grandes zones dans les parcelles sur lesquelles l'adaptation est possible. Alors si on croise ces deux éléments, variation temporelle, variation spatiale, on va essayer de cibler les enjeux. Donc c'est un objectif de réduction de 50% des intrants phyto. Et sur ces protections fongicides, 80% représentent des traitements qui concernent le mildiou et l'oïdium. Un deuxième élément autour des enjeux, c'est que la décision de traitement est prise à l'échelle de l'exploitation viticole. C'est une décision individuelle, on l'a rappelé ce matin. Mais nos outils d'aide à la décision fonctionnent-ils à l'échelle de l'exploitation viticole? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, on travaille à partir de stations météo et le plus souvent, on va donner une information ponctuelle. Donc, on a essayé dans le projet plan de traitement optimisé de définir un outil d'aide à la décision qui va concerner l'ensemble de l'exploitation viticole. Donc nos objectifs, c'est d'exploiter les techniques de viticulture de précision qui sont maintenant disponibles et qui fournissent de l'information, mais le plus souvent jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas trop comment utiliser cette information. Et notre objectif, c'est de comprendre les variations de sensibilité des principales maladies. En clair, pourquoi est-ce que j'ai du mildiou dans une parcelle, pourquoi est-ce que j'en ai pas à côté, et donc, à terme, définir une posologie de traitement qui serait adaptée à l'échelle intraparcellaire. Vous avez ici donc le dispositif d'étude qui est donc sur le château Léoville-Lascaz, sur donc une centaine d'hectares de vignes, composés essentiellement de Cabernet Sauvignon et Merlot. Donc vous voyez le parcellaire ici à l'écran. Alors sur l'exploitation, il y avait une cartographie de la résistivité électrique des sols qui avait été réalisée en 2008. Et nous avons utilisé donc ces données en utilisant donc la valeur de résistivité électrique la plus intégrative, donc qui va
caractériser le sol sur une profondeur de 0 à 2 mètres, qui est le volume que la vigne est capable d'aller coloniser, elle est même capable d'aller bien au-delà. Alors vous avez ici donc la représentation de la résistivité électrique, avec des zones de faible résistivité électrique en rouge ou de forte résistivité électrique ici en bleu. Alors on a seuillé cette information en 3 classes, donc résistivité faible en rouge qu'on va retrouver ici, résistivité moyenne en jaune et résistivité forte en bleu, et ça nous donne cette carte. On a utilisé une deuxième source d'information qui est le NDVI, donc c'est un indice infrarouge qui va caractériser le développement de la biomasse de végétation. Donc on a fait des mesures en proxy détection avec des appareils embarqués, mais il nous faut à peu près 3 semaines pour représenter et passer sur la totalité du vignoble. Donc entre début août et fin août, la végétation a continué à pousser. Donc c'est une information qui est très précise, mais qui n'est pas utilisable. Donc on a plutôt fonctionné avec l'utilisation d'une mesure par drone. Donc ici c'était l'avion jaune. Une information donc relevée en 2013 et qu'on a reconduite en 2014 ou 2015. Mais on s'est servi des données 2013 pour représenter donc les zones de forte biomasse en vert et puis biomasse faible en rouge. De la même manière, on a seuillé cette information en 3 classes de biomasse faible, moyenne ou forte, et ça donne la carte du dessous. Donc si on croise ces 2 couches d'informations, on a d'abord vérifié qu'elles sont indépendantes. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre les 2 cartes du haut. Et lorsqu'on croise ces 2 couches d'informations, ça va nous donner donc 3 fois 3 classes, 9 zones distinctes, et a priori homogènes sur les critères que l'on a définis. Et ces zones homogènes, on les a baptisées UFP. Ce sont des unités de fonctionnement physiologique, donc a priori homogènes. Et voilà donc ce que donne la cartographie du vignoble sur cette base. Donc vous avez les différentes couleurs et les différents indices ici. Donc la classe 100, c'est les résistivités électriques faibles, 200 résistivité électrique moyenne, 300 résistivité électrique forte, et puis la combinaison avec l'indice de biomasse. Alors à partir de cette belle œuvre d'art, on a essayé d'élaborer un dispositif d'observation. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a éliminé la classe de biomasse intermédiaire, et donc on s'est intéressé, on a retenu que les classes de biomasse faible et biomasse forte. Donc ça nous donne ces îlots qui sont représentés ici. Et sur chacun de ces îlots, on a positionné donc des témoins non traités et des points d'observation de référence. Donc on a 36 points d'observation qui sont définis sur le vignoble, 18 témoins non traités qui sont les triangles rouges, et puis les triangles bleus, ce sont les placettes de référence en production. Et autour de chaque témoin non traité, on a aussi des cèpes observés. Donc on a 18 points d'observation, je disais, 12 qui sont sur Cabernet Sauvignon, avec 2 répétitions. Et puis sur le Merlot, on a retenu que la biomasse forte, et on a aussi 2 répétitions, donc on a 6 témoins non traités. Vous avez ici une illustration des témoins non traités. Donc ce sont il y a une bâche qui est repliée et puis qui est dépliée au moment des traitements, donc ce qui permet d'éviter l'exposition aux produits phyto. Et puis je vais vous présenter maintenant les principaux résultats que l'on a sur les 2 années où on a mis en œuvre ces observations 2014 et 2015. D'abord, on a un certain nombre d'observations physiologiques qui sont représentées ici par les histogrammes. Donc vous avez sur l'axe des X, ici la résistivité électrique faible, moyenne, forte, et pour chacune de ces classes, biomasse faible ou biomasse forte, donc 2014 et 2015. Ici, on a représenté les différents indicateurs. Donc en bleu, c'est le taux de débourrement. En vert, c'est la puissance du cep, c'est-à-dire le nombre total de rameaux émis. Et puis en rouge, c'est la fertilité des bourgeons, ici les bourgeons débourrés. Donc le tableau en dessous représente la significativité des tests. Alors quand on fait donc nos analyses de variance, ce qu'on observe sur les 2 années, c'est qu'il n'y a pas de variation significative du taux de débourrement. Vous voyez ici, les tests ne sont pas significatifs. Par contre, dès qu'on va s'intéresser à la puissance du cep, donc le nombre de rameaux émis, on obtient des variations qui apparaissent significatives. Et cette variation, c'est donc liée à l'UFP, peut être décomposée au niveau de l'effet du sol ou l'effet de la biomasse. On voit ici que l'effet du sol est significatif pour expliquer donc la variation de puissance du cep en 2014, mais pas en 2015. Quand on s'intéresse à la fertilité des bourgeons,
on voit que les 2 années, l'UFP explique la variabilité constatée, et on mesure qu'il y a un effet sol qui explique cette variabilité, et l'effet de la biomasse également. Donc ça, c'était pour les aspects physiologiques. On a donc également regardé donc les maladies qui sont suivies toutes les semaines. Et vous avez donc ici une illustration à fin juillet, début août, au stade pré-véraison, de la localisation des foyers, donc de mildiou, d'oïdium et de black rot. J'ai indiqué ici les fréquences d'attaque, donc qui sont fréquences sur le feuillage, qui sont de l'ordre de 85% pour le mildiou, 70% pour l'oïdium. Vous voyez que le black rot est à un niveau quand même beaucoup plus faible, donc le 2%, les foyers rouges représentent juste 2% de niveau d'attaque. Alors ce que l'on peut constater, c'est que même si on a un petit peu fait évoluer le dispositif entre 2014 et 2015 pour améliorer sa stabilité, on a une localisation spécifique des foyers. Ici, foyer mildiou, foyer oïdium, qui ne sont pas aux mêmes endroits, et puis foyer black rot, même s'ils sont faibles. Et puis on voit ici que, par exemple, sur un témoin qui n'a pas bougé entre 2014 et 2015, le mildiou ne s'est pas développé en 2014, par contre il s'est développé ici en 2015. Donc il y a une localisation spécifique des foyers, et puis il y a une variabilité d'un millésime à l'autre. Alors, là c'est la partie la plus ardue de la présentation, parce qu'on a quand même beaucoup de résultats, et l'objectif c'est d'essayer de synthétiser tout ça pour avoir une vue d'ensemble. Donc pour vous expliquer, donc on a ici la représentation pour les 3 maladies, mildiou, oïdium, black rot. Et sur la première ligne, je décompose, donc c'est l'effet de l'UFP, unité de fonctionnement physiologique. La deuxième ligne, c'est l'effet du sol. La troisième ligne, c'est l'effet de la biomasse. Et là, c'est l'interaction du sol et de la biomasse. Ce qu'on a représenté ici pour chacun des contrôles sur l'axe des X, de 2014, c'est le taux de signification, le niveau de signification des analyses de variance. Alors en vert, ici, donc c'est non significatif, je suis à 0 en fait. Effet significatif, hautement significatif, très hautement significatif. Et j'ai représenté en vert donc l'analyse de la variabilité sur le feuillage. En trait plein, c'est la fréquence d'attaque, et là, c'est en pointillé, c'est l'intensité de destruction. Et en rouge, c'est la fréquence d'attaque de grappe et l'intensité de destruction de la récolte. Alors, si on passe assez rapidement tout ça en revue, donc on a retenu ici, ça démarre à peu près vers mi-juin, c'est-à-dire à l'époque où on commence à avoir des variations significatives. Et puis donc si on regarde de manière un petit peu focalisée, avec au travers de ces ronds là qui vont pointer les endroits observés, donc on voit que l'UFP explique la variabilité d'attaque sur le feuillage relativement tôt en saison. Et puis en fin de saison, on voit que effectivement l'UFP explique aussi la variabilité de l'attaque sur la récolte. L'effet du sol se manifeste en 2014 sur le feuillage, mais vous voyez qu'il n'intervient pas, il n'explique pas la variation d'attaque sur la récolte. L'effet de la biomasse apparaît en début de saison sur le feuillage, et puis en fin de saison sur la variation d'attaque sur grappe. Et l'interaction des deux, sol et biomasse, va expliquer les variations d'attaque sur le feuillage, mais pas sur la récolte. Pour l'oïdium, on a l'effet de l'UFP qui apparaît quasiment simultanément, on va dire, sur feuille et sur grappe. L'effet du sol se manifeste très nettement sur la fréquence de grappe attaquée, mais il ne joue quasiment pas pour expliquer les variations sur le feuillage. L'effet de la biomasse, on a un effet qui est relativement léger et inconstant sur le feuillage. Et puis l'interaction sol et biomasse qui va aussi jouer sur le feuillage. Je ne commente pas le black rot parce que les niveaux d'attaque sont très faibles, mais vous voyez aussi qu'on a encore des profils complètement différents. On a fait la même chose sur 2015, je ne vais pas commenter non plus tous les résultats, et simplement pointer aussi les différences qu'on peut avoir d'un millésime à l'autre, en essayant de reprendre avec les ronds bleus des points de similitude entre les 2 années, et puis des ronds jaunes quand on a des différences. Alors au niveau de l'effet de l'UFP, on voit qu'il est relativement fort sur feuille en 2014, vous voyez qu'il est moins marqué en 2015. Et puis à l'inverse, sur grappe, il apparaît fort en 2015 alors qu'il était plutôt tardif et faible en 2014. Au niveau de l'effet du sol, il n'est pas observé sur feuille en 2015, vous voyez ici l'impact de l'effet sol sur la variabilité d'attaque du feuillage, on ne le retrouve pas sur 2015. Et il n'est pas observé
sur grappe, ni en 2014, ni en 2015. Là, c'est un point constant. L'effet de la biomasse, donc, il est relativement inconstant sur le feuillage. Et il apparaît fort sur grappe, il apparaît plus fort sur grappe en 2015 qu'en 2014. Et au niveau de l'interaction sol-biomasse, on va retrouver donc un effet sur feuille. Il est un peu moins marqué en 2015. Et puis sur grappe, il apparaît significatif alors qu'il n'était pas significatif en 2014. Voilà, on en est à peu près là de la lecture de ces résultats. Et donc, en conclusion, on retient que pour nous, cette notion d'unité de fonctionnement physiologique semble être une clé de lecture pertinente pour expliquer la variabilité des attaques, variabilité des comportements donc, de la plante au niveau physiologique, mais aussi sensibilité aux maladies. Donc ça pose la question de la distribution spatiale des foyers de maladies. À la lecture de ces premiers résultats, on peut penser que ce n'est pas si aléatoire que ça. Donc on a constaté des effets donc, inconstants au sein d'un même millésime ou d'un millésime à l'autre. Et les variations d'un millésime à l'autre peuvent être dues aux variations climatiques. Au total, quand on fait une analyse de stats avec tous les résultats dont on dispose sur l'exploitation, on constate que notre système explique à peu près 50 à 60% de la variance observée. Donc ce qui nous laisse penser qu'il y a encore à peu près 40 à 50% de variabilité qui n'est pas contrôlée dans le dispositif. Donc il faut qu'on améliore ce dispositif pour essayer de mieux comprendre cette part encore inexpliquée. Donc à partir de 2016, on a fait l'investissement dans des petites stations météo qui vont être positionnées dans la végétation pour mesurer température et hygrométrie. Donc parce qu'on pense que l'itinéraire climatique et le microclimat peuvent expliquer une part de ces 50 à 40% inexpliqués encore aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Je suis ici, je ne sais pas d'où il sort cette diapositive. Voilà, c'est celle-ci. Je vous remercie pour votre attention. Merci.